dans le terrier du lapin et on tombe dans ce puits qu'on se dit: «Oh mon Dieu, il y a tellement de services». Par exemple, sur AWS, hein, vous pouvez utiliser plus de 200 services, vous pouvez, il y a plus de 200 services à découvrir et aujourd'hui, même pour des gens qui travaillent chez AWS, c'est impossible de connaître tous les services AWS sur le bout des doigts. Donc des fois, ça peut paraître un peu beaucoup. Donc la première chose à savoir sur AWS, c'est quelques concepts généraux que je voudrais vous expliquer. C'est des concepts importants qui sont la notion de région AWS et de zone de disponibilité. Donc des régions AWS, c'est vraiment des localisations géographiques où on va voir plusieurs zones de disponibilité. Je vais revenir dans le slide suivant ce que c'est qu'une zone de disponibilité. Et donc aujourd'hui, on en a de plus en plus à travers la planète. On en a en Amérique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, à Cape Town, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. On essaie de vraiment se déployer au maximum. Alors mon slide depuis ce matin et mon slide n'est plus à jour parce que là, je mets qu'il y a 8 régions qui ont été annoncées et 24 nouvelles zones de disponibilité, donc en Australie, au Canada, en Inde, en Israël, en Suisse, en Espagne et en Thaïlande. Mais l'Espagne et la Suisse ne sont plus annoncées, elles sont maintenant publiques et disponibles. Donc ça, c'est les différentes localisations géographiques où vous pouvez utiliser les services AWS. Et comment ça fonctionne? Eh bien, une région, faut le voir comme une localisation physique dans le monde, donc par exemple, à Cape Town, en Afrique du Sud. Et dans cette localisation physique, on va avoir plusieurs zones de disponibilité qui sont séparées d'une certaine distance, une distance suffisante pour que si il y a un désastre, une catastrophe naturelle par exemple, eh bien, chaque zone de disponibilité ne soit pas impactée en même temps. C'est-à-dire que s'il y a une zone de disponibilité qui est impactée, les autres ne devraient pas être impactées. Ce qui fait que ça garantit que la région continue à fonctionner correctement du point de vue des utilisateurs des services AWS. Et donc ces zones de disponibilité sont elles-mêmes composées de plusieurs centres données distincts qui ont chacun leur propre alimentation électrique, leur propre réseau, leur propre connectivité et tout ça redondé. Donc chaque data center de la zone de disponibilité est lui-même redondé. Et ils sont hébergés dans des bâtiments séparés. Donc s'il y a un bâtiment on va dire, qui prend feu, eh bien, la zone de disponibilité est conçue avec plusieurs bâtiments, par exemple, et va pouvoir aussi continuer à fonctionner dans ce genre de situation. Voilà comment on peut déjà concevoir de manière globale le cloud AWS. Finalement, c'est pas dans les nuages, hein. Il y a des centres de données c'est très physique et c'est nous qui gérons la sécurité de ces centres de données, de ces bâtiments. Tout ça est géré par AWS et donc vous avez les différentes localisations dans le monde. Il faut toujours se dire, il y a des serveurs quelque part. C'est-à-dire que des fois, on se dit: «Ah, il y a plus de serveurs». Non, non, il y a bien des serveurs quelque part, c'est juste que c'est AWS qui gère l'infrastructure physique et la sécurité de l'infrastructure physique. Donc une fois qu'on s'est dit ça, finalement et quand on a atterri, je dirais, dans le fond du terrier, Alice, elle se retrouve dans la salle des portes où il y a plein de portes devant elle, qui sont fermées à clé. Et la question, c'est de choisir la bonne porte pour commencer à démarrer à utiliser les services AWS. Et souvent, la première chose qu'on a envie de faire sur AWS, c'est d'héberger une application. C'est OK, j'ai une application, ça peut être un site web, ça peut être le back-end d'une application mobile, ça peut être plein de choses, mais j'ai une application que je veux héberger et souvent, la question c'est: «OK, quel service je vais utiliser pour ça?» Et donc ça, c'est un peu, là, j'ai prévu un petit guide qui va essayer d'expliquer, comment vous pouvez décider, quel service AWS utiliser et puis on va voir, je vais expliquer aussi quels sont ces services au fur et à mesure, pour héberger votre application. Donc on commence, en haut ici avec votre application et la première question, que vous pouvez vous poser c'est, est-ce que ce que vous souhaitez utiliser, c'est des machines virtuelles
comme potentiellement ce que vous utilisez déjà dans votre propre salle serveur. Vous avez installé des serveurs, vous avez installé un hyperviseur par-dessus et vous installez des machines virtuelles que vous savez gérer vous-même. On peut aujourd'hui on peut vouloir continuer à gérer des machines virtuelles parce qu'on a les compétences pour ça, parce qu'on a des besoins très spécifiques, on a potentiellement aussi des problématiques de réglementation qui nous demandent d'avoir un contrôle très précis sur notre infrastructure et donc on veut rester au niveau des machines virtuelles. Et donc si on décide de rester au niveau des machines virtuelles, la question suivante, c'est de se demander si on veut que ces machines virtuelles soient gérées par AWS ou si on veut les autogérer, donc les gérer par soi-même. Si on veut les gérer par soi-même, le service, voilà, le service, je dirais, un des tout premiers services qu'AWS a proposé à ses utilisateurs, alors c'est pas le premier, mais c'est un des tout premiers, c'est Amazon EC2. Donc Amazon EC2, c'est pour Elastic Cloud Computing. Ce sont des instances de serveurs virtuels dans le cloud. Donc, c'est des machines virtuelles, hein, faut le voir ça comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que vous allez avoir plein de catégories. Vous allez avoir des types d'instances de serveurs virtuels qui ont été conçus, qu'on a mis au point plutôt pour des usages généraux, d'autres pour avoir des capacités extensibles, d'autres pour être optimisés pour le calcul, pour faire vraiment si vous avez des applications qui font du calcul intensif. Il y a d'autres instances qui sont optimisées au niveau de la mémoire vive, si vous avez des applications qui utilisent de manière intensive la mémoire vive des machines, d'autres qui sont optimisées pour le stockage, d'autres qui sont optimisées pour le calcul accéléré avec des processeurs graphiques, ou d'autres encore, là encore avec d'autres types de ressources graphiques. Donc on a vraiment un large panel de catégories, et à ce large panel de catégories, vous pouvez mixer des capacités. Donc, le choix du processeur. Aujourd'hui, on vous offre le choix entre des processeurs Intel, AMD, mais aussi des processeurs AWS avec les processeurs Graviton, qui sont des processeurs ARM, donc conçus par AWS, mais qui sont des processeurs ARM. Vous avez le choix sur la vitesse des processeurs. On a des processeurs qui vont jusqu'à 4 GHz. Sur la quantité de mémoire vive, vous pouvez démarrer des instances qui ont jusqu'à 24 téraoctets de mémoire vive. Vous avez le choix aussi au niveau du stockage qui est associé à l'instance. Est-ce que vous voulez utiliser des disques durs traditionnels ou du SSD? Au niveau du calcul aussi, est-ce que vous voulez utiliser des GPU et éventuellement des FPGA? Le réseau aussi, en fonction de la configuration que vous utilisez, vous pouvez avoir une instance qui va pouvoir supporter jusqu'à 100 gigabits par seconde de débit. La taille aussi, des machines, on peut aller jusqu'à 192 vCPU sur vos instances, ce qui est énorme. Et puis vous pouvez même aller jusqu'à faire ce qu'on appelle du bare metal, c'est vous allez installer sur une machine dédiée votre hyperviseur. Alors, il y a peut-être des chiffres que j'ai donnés là qui sont peut-être, j'essaie de mettre à jour mon slide régulièrement, mais il y a peut-être des chiffres qui sont déjà obsolètes parce qu'on vient de faire des annonces ce matin que j'aurais peut-être pu rater. Surtout qu'on approche de notre gros événement re:Invent annuel. En général, il y a pas mal d'annonces qui sortent et souvent avant re:Invent, il y a pas mal d'annonces sur les mises à jour des services qui sont faites aussi. Donc voilà, peut-être que mon slide n'est pas complètement à jour parce que ça évolue très très vite. Et en plus de ça, vous avez aussi des options que vous pouvez rajouter à vos instances, comme le Amazon EBS pour Elastic Block Storage ou Amazon Elastic Inference pour rajouter des capacités d'inférence en termes d'intelligence artificielle sur votre machine. Donc tout ça mélangé, aujourd'hui, ça donne plus de 400 types d'instances différentes quand on mixe toutes les options, donc pour virtuellement tous les besoins. Notre objectif, c'est d'aller vraiment très loin dans la flexibilité et dans l'offre d'instances de serveurs que vous pouvez utiliser pour pouvoir couvrir vraiment tous les besoins de tous les clients potentiels.
Donc ça, c'est si vous voulez, vraiment gérer, vous-même vos machines virtuelles. Si vous voulez déployer des applications web, par exemple, souvent c'est un des cas les plus courants, une application web derrière un équilibreur de charge, donc un load balancer, et que ce que vous voulez finalement, c'est de pas trop vous embêter, à gérer les machines virtuelles. Vous pouvez utiliser un service qu'on appelle Elastic Beanstalk, et ce service, en fait, ce qui va vous permettre, donc là, par exemple, j'ai un petit schéma, j'ai une application que je veux servir sur le domaine myapp.com. Bah, quand je vais, naviguer, vers ce site web, pour résoudre, donc le domaine, on va utiliser le service, Route 53, donc qui est notre, service de gestion de domaine, et notre serveur DNS va router le trafic vers un équilibreur de charge, donc et cet équilibreur de charge, si on a bien architecturé notre infrastructure, va répartir la charge entre, donc des instances de notre application web qui sont hébergées dans une zone de disponibilité dans notre région, et des instances de serveurs web, qui sont, déployées dans la deuxième zone de disponibilité. Quel est l'intérêt de faire ça? On se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est si jamais il y a une zone de disponibilité où il se passe un incident, il y a une catastrophe naturelle, il y a un incendie, il y a une coupure d'électricité sur plusieurs data centers, eh bien, notre trafic sera automatiquement, routé vers la deuxième zone de disponibilité qui, elle, continuera à fonctionner. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce type d'architecture avec un load balancer, et puis donc des instances de machines virtuelles réparties sur 2 zones de disponibilité. Donc ça, c'est ce qu'on aurait à faire si on faisait le choix de gérer, des instances Amazon EC2, heu, tout seul. Mais si on prend Elastic Beanstalk, l'intérêt de ce service, c'est que toute cette partie-là, eh bien, il va le gérer pour nous automatiquement. C'est-à-dire que nous, on va dire: «Bah, je veux créer un environnement Elastic Beanstalk, je veux, que tu, mettes, que tu crées, d'ailleurs dynamiquement des instances de machines virtuelles supplémentaires en fonction de la charge sur mon load balancer. Si je vois que le trafic augmente, eh bien, je souhaite que tu m'en crées de nouvelles, des machines virtuelles automatiquement». Eh bien, le service va gérer tout ça pour nous, va provisionner les machines virtuelles pour nous. Donc ça, c'est très, très pratique. Mais ça nous permet quand même de garder un certain contrôle sur la machine virtuelle si on a besoin d'installer, par exemple, des dépendances dessus, des dépendances spécifiques. Eh bien, on a encore la main et on peut accéder à la machine virtuelle. Donc ça, c'est un deuxième service qu'on peut utiliser pour plutôt ce genre de cas. Maintenant, si c'est vrai qu'en 2022, il y a pas mal d'autres technologies qui nous permettent, d'avancer. Ah, désolé, j'ai un petit souci dans mon animation. Hem Et donc là, si on n'a pas envie d'utiliser des machines virtuelles, mais plutôt des conteneurs, ou plus tard du serveur, de ce qu'on va appeler du serverless, mais d'abord on va se concentrer sur les conteneurs. La seconde question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que j'ai une application, est-ce que je développe une application qui s'exécute, sur un système d'exploitation Windows ou un système d'exploitation Linux? Donc si, je, développe une application qui s'exécute sur un système d'exploitation Windows, la question suivante, pardon, c'est de savoir: «OK, je veux faire des conteneurs, mais pour héberger ces conteneurs, est-ce que je veux gérer les machines hôtes ou pas du tout?» Si je veux pouvoir contrôler les machines hôtes qui vont, exécuter mes conteneurs, la 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 question suivante, c'est de savoir, quel orchestrateur, parce que souvent quand on fait des conteneurs, on utilise ce qu'on appelle des orchestrateurs. Quel orchestrateur, je vais, utiliser? Le plus populaire aujourd'hui, c'est Kubernetes, et donc la question, c'est de savoir: est-ce que je veux utiliser l'orchestrateur Kubernetes ou pas pour, toute, la flexibilité d'un écosystème open source qu'il m'offre? Donc si je veux utiliser, Kubernetes, eh bien, le choix qui s'offre à moi, c'est d'utiliser le service Amazon EKS pour Elastic Kubernetes Service avec des conteneurs Windows. Je vais venir, juste, dans un instant, sur, ce qu'est, Amazon EKS. Voilà. Donc Amazon EKS, donc c'est vraiment un service
qui vous offre donc un orchestrateur de conteneurs open source, mais managé. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe sur le schéma ici. C'est-à-dire que quand vous utilisez EKS, donc le panneau de contrôle, le dashboard de votre cluster EKS, donc qui va héberger donc le cluster le cluster qui va déployer vos conteneurs, eh bien, ce panneau de contrôle, il est managé par AWS. C'est pour ça ici que le petit rectangle, il est en orange. Il est managé par AWS, c'est-à-dire que c'est nous qui allons faire, par exemple, les montées de version, les mises à jour de sécurité et autres. Et on va pouvoir aussi manager pour vous les instances EC2 qui vont exécuter. C'est-à-dire que le panneau de contrôle, il va distribuer vos conteneurs sur les différentes instances EC2. Et donc ça, AWS va aussi le gérer pour vous. Mais comme Kubernetes, c'est une solution open source avec un écosystème très riche, tout autour de Kubernetes, pour construire une vraie solution, il y a plein d'outils open source complémentaires comme par exemple Prometheus et Grafana pour le log et le monitoring, Terraform pour le déploiement, GitHub, Jenkins pour gérer tout ce qui est pipeline de déploiement. Donc cet écosystème-là, en fait, vous allez pouvoir utiliser vos outils open source préférés conjointement avec le service Amazon EKS. Si jamais Kubernetes, c'est pas trop votre tasse de thé, vous savez pas, parce que ça demande quand même un certain apprentissage, un certain effort pour apprendre à gérer correctement un cluster Kubernetes. Si jamais ça, c'est pas votre tasse de thé et que vous voulez juste exécuter des conteneurs, on a un deuxième orchestrateur proposé par AWS qui s'appelle Amazon ECS pour Elastic Container Service. Et donc Amazon ECS, c'est un autre orchestrateur et lui qui propose la puissance de la simplicité. C'est par rapport au slide précédent, ici vous voyez qu'il y a beaucoup plus de briques qui sont en orange, donc qui sont gérées par AWS. C'est-à-dire que là, on a fait des choix, on a fait des choix pour vous simplifier la vie. Par exemple, au niveau donc du service mesh, on va utiliser le service app mesh par exemple. Pour déployer le service, on va plutôt utiliser CloudFormation. Pour le load balancer, on va utiliser le load balancer d'AWS, l'application load balancer, et ainsi de suite. Pour les logs, on ne va pas utiliser Prometheus ou Grafana, on va plutôt utiliser CloudWatch. Donc l'idée, c'est de vraiment faire une solution très intégrée, avec des choix déjà faits pour vous, et comme ça, vous avez moins de questions à vous poser sur comment fonctionne l'infrastructure qui va héberger mes conteneurs, et vous pouvez vous concentrer plutôt sur l'application que vous voulez construire. Si vous voulez par contre, faire des conteneurs serverless. C'est-à-dire que là, il y a quand même des instances EC2 à gérer quelque part quand je vous l'ai montré, hein, si je reviens sur le slide précédent, vous avez vu en bas, il y a des instances EC2. Donc ça veut dire qu'il faut encore gérer des machines virtuelles. Si vous ne voulez plus gérer de machines virtuelles pour déployer vos conteneurs, vous pouvez utiliser un service qui s'appelle AWS Fargate avec des conteneurs Windows. Mais là, vous n'avez pas le choix de l'orchestrateur. Ce sera forcément ECS si vous voulez faire des conteneurs Windows. Oui, j'ai vraiment un problème d'animation. Donc Fargate, c'est quoi? C'est un service qui va venir remplacer ici les instances Amazon EC2 qui sont gérées par l'orchestrateur ECS. Et ECS va pouvoir voir le service Fargate, si je schématise, comme un hôte pour exécuter vos conteneurs, un hôte infini. C'est-à-dire que voilà, Fargate va lui proposer, va lui dire, bah, OK, tu as besoin de démarrer un conteneur, dis-moi quel conteneur démarrer, et je vais l'exécuter. Tu n'as pas à te préoccuper de gérer les serveurs sous-jacents. Ça, je te masque cette problématique-là, et c'est le service qui va faire son affaire de gérer des serveurs. Donc ça, c'est très intéressant, parce que du coup, vous n'avez plus du tout la problématique d'administrer les machines virtuelles, les instances Amazon EC2, de gérer leur mise à jour de sécurité et leur montée de version. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé?
OK, bon, alors je vais avancer comme ça va être plus simple. Donc si ici si vous avez, plutôt si vous utilisez un système d'exploitation, Linux, la question, suivante que vous devez vous poser, c'est est-ce que, ce que vous voulez construire sur Linux, c'est une application conteneurisée, un peu comme ce qu'on faisait sous Windows, ou est-ce que c'est une fonction serverless? Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction serverless, je vais y revenir, après, plus tard dans la présentation. Donc imaginons que, ce que vous voulez faire, c'est plutôt une application conteneurisée. Et bien là, la question suivante qu'il faut, vous poser, c'est: «OK, est-ce que mon application conteneurisée, c'est une application web ou une API REST, par exemple, qui va s'exécuter derrière un load balancer et ce que je recherche, c'est de vraiment avoir à gérer en termes d'infrastructure le minimum de choses? Auquel cas, si c'est ça que vous recherchez, c'est ce type d'application que vous avez à exécuter, eh bien un service intéressant à regarder, c'est AWS Appreneur. Donc AWS Appreneur, hem, donc c'est un service, qui si on veut déployer une application web derrière un conteneurisé derrière un load balancer, ce qu'on va faire, on va utiliser AWS Fargate, on va utiliser l'orchestrateur ECS, on va mettre un load balancer, un Elastic Load Balancer devant. On va, configurer le service AWS Autoscaling pour, augmenter ou diminuer automatiquement le nombre d'instances de conteneurs à s'exécuter derrière le load balancer. Et puis éventuellement, si on veut automatiser le déploiement de notre conteneur, on va utiliser le service code build. Donc ça, c'est ce qu'on devrait faire à la main si on veut, déployer un conteneur derrière un load balancer, enfin un conteneur qui exécute une application web derrière un load balancer et faire de la mise à l'échelle automatique. Eh bien, Appreneur, l'idée, c'était de proposer une plateforme serverless qui vous simplifie tout ça, qui le fait pour vous. Et vous, ce que vous avez juste à utiliser, c'est un service dans lequel vous lui dites: «Voilà, c'est cette image de conteneur que je veux que tu exécutes derrière un load balancer, donc prends cette image de conteneur, donne-moi une URL et exécute mon application web. Moi, je veux juste avoir l'URL et pouvoir, naviguer et consommer mon application web ou mon API REST». Et donc Appreneur, c'est un service qui va finalement gérer l'ensemble de ces services-là pour vous de manière complètement transparente. Donc Heu, par contre, c'est pas ce type d'application ou c'est un service trop managé parce que vous avez des contraintes de réglementation, vous voulez avoir plus de contrôle sur les différents services utilisés, et bien là, on retombe, sur, les mêmes questions que pour, des conteneurs Windows. Est-ce que vous voulez faire des conteneurs serverless? C'est-à-dire, oui, vous voulez faire du conteneur, heu, mais vous voulez quand même pouvoir gérer l'orchestrateur. Heu, mais pas les instances EC2. Alors si vous voulez faire du conteneur serverless, eh bien là, vous avez le choix. Faire du Fargate avec ECS pour des conteneurs Linux ou faire du Fargate avec EKS pour des conteneurs Linux, vous avez le choix de l'orchestrateur, ce que vous n'avez pas, pour Windows. Pour Et si, vraiment non, vous voulez, toujours manager vos machines virtuelles, donc les instances Amazon EC2, eh bien, là encore, on retombe sur la même question. Quel orchestrateur vous voulez utiliser? Est-ce que c'est ECS ou est-ce que c'est EKS? Donc voilà, on retombe vraiment sur le même ordre de décision. C'est pas possible, je sais pas si vraiment désolé. Donc si je remonte ici, tout à l'heure, on a pris le chemin pour les applications conteneurisées. Maintenant, imaginons que ce qu'on veut construire, c'est une application, une fonction serverless. Eh bien, le service qu'on va regarder, c'est AWS Lambda. Donc AWS Lambda, comment se représenter les choses? C'est un service, vous voyez ici, sur ce slide, ce que je vous représente, c'est ce que vous avez à gérer en fonction des services. Donc plus on est en bas, plus vous avez de choses à gérer et plus vous êtes en haut et moins vous avez de choses à gérer. Et donc quand vous, développez une fonction serverless avec AWS Lambda, la seule chose que, en tant qu'utilisateur, vous avez à gérer, c'est le code de votre application. Et je m'explique. C'est-à-dire que dans une fonction lambda, vous allez dire au service: «Voilà, la méthode
donc ce qu'on appelle le handler, donc la méthode à appeler quand il y a un événement qui va déclencher l'exécution de mon code, eh bien, c'est cette méthode-là, dans mon code, que ce soit une fonction JavaScript, une fonction TypeScript, une méthode en Java ou en C#. Donc, voilà, vous dites, voilà, c'est cette méthode-là que tu vas appeler. Alors, il y a quelques règles à respecter, bien évidemment, pour que ça fonctionne, pour que le service sache comment appeler votre méthode. Mais donc, c'est exactement ça que vous allez lui dire. Donc, le service, ce que vous allez configurer, c'est voilà l'événement. Est-ce que c'est une requête HTTP? Est-ce que c'est un fichier qui a été déposé sur un service de stockage? Est-ce que c'est l'arrivée d'un message dans une queue de messages? Vous allez définir quel est l'événement qui va déclencher l'exécution de votre code. Et c'est comme ça que fonctionne ce service AWS Lambda. Il y a un événement qui arrive, qui correspond au type d'événement que j'ai défini, au type de déclencheur que j'ai défini. Si cet événement se produit, eh bien, le service va automatiquement lancer l'exécution de votre fonction, et uniquement de votre fonction. L'intérêt pour vous, en tant que développeur, c'est que sur ce sujet-là, AWS gère tout le reste. C'est-à-dire que l'intégration aux sources de données, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, le fait de recevoir cet événement-là, aujourd'hui, Lambda propose plus d'une vingtaine d'intégrations avec des services AWS différents. Tout ce qui est le matériel, le logiciel, le réseau, les locaux pour héberger ce service, tout ça, c'est aussi AWS qui le gère. Le provisionnement des ressources nécessaires pour faire tourner le service, tout ça, c'est AWS qui le gère pour vous. Et donc, plus on redescend finalement dans ce schéma, et plus en fait, on va, en tant que développeur, devoir prendre des responsabilités. Par exemple, si je redescends au niveau de Fargate va, je vais gérer le code de l'application, mais je vais devoir aussi, les conteneurs qui s'exécutent avec Fargate, je vais devoir gérer l'intégration aux sources de données. C'est-à-dire, je vais devoir gérer la configuration et les mises à jour de sécurité, par exemple, de l'image de mon conteneur. La configuration réseau aussi, les tâches de gestion de mes conteneurs. Je vais avoir un certain nombre de choses à gérer. Et si je redescends vers ECS, EKS, bah, je vais avoir le cluster de machines virtuelles qui permet d'exécuter les conteneurs à gérer. Et puis, si je redescends directement au niveau des instances Amazon EC2, bah, là, c'est vraiment moi qui ai tout à gérer. La seule chose qu'AWS va gérer pour moi, c'est le matériel, le logiciel, le réseau et les locaux. Donc, c'est vraiment... voilà, quand on démarre, quand on veut héberger son application, c'est aussi cette manière-là par cette manière-là dont on peut se représenter les choses et se poser la question: «Moi, qu'est-ce que je veux avoir à gérer en termes de ressources d'infrastructure et qu'est-ce que je sais gérer aussi?» Des fois, c'est pas juste qu'est-ce que je veux gérer, c'est aussi qu'est-ce que je sais gérer en fonction de son équipe, en fonction de son entreprise, en fonction avec qui, on travaille. Donc voilà pour revenir sur ce schéma. Donc les différentes options. Donc c'est toujours un arbre de décision, enfin c'est pas vraiment un arbre de décision, mais c'est une succession de questions que vous pouvez vous poser quand vous avez une application à héberger ou que vous voulez développer, eh bien des questions à vous poser pour choisir le service qui va héberger votre application. Heu Et donc si on voit finalement tous ces services un peu comme les portes à ouvrir parce que, des fois c'est un peu ça, on est dans la salle des portes d'Alice au pays des merveilles et il faut trouver la clé pour ouvrir ce service et commencer à s'en servir. Et de mon point de vue, les outils pour les développeurs, c'est vraiment notre clé en or pour ouvrir. Alice, dans l'histoire, elle trouve une petite clé en or, sur une table basse et cette clé ouvre une seule porte. Eh bien nous, les outils, mis à disposition pour les développeurs, c'est vraiment notre clé en or à nous qui va nous ouvrir la porte des différents services. Hem Là, on a une large palette, d'outils qui sont proposés, pour les développeurs. Tout d'abord, des outils qui vont s'intégrer dans vos environnements de développement. On a l'AWS Toolkit pour Visual Studio, on a l'AWS Toolkit pour Visual Studio Code, donc sachant que ça, c'est selon Stack Overflow, c'est les 2 environnements de développement les plus utilisés par les développeurs. Mais on a aussi le toolkit pour JetBrains,
pour tous les IDE JetBrains, que vous utilisiez Rider, que vous utilisiez IntelliJ, que vous utilisiez PHP Storm. Donc, tous les IDE de JetBrains ont un toolkit AWS que vous pouvez installer donc en extension. Donc ça déjà, ça vous permet depuis votre IDE d'aller consulter, d'interagir directement avec un certain nombre de services AWS. Alors pas les 200 services, mais par exemple, on a un service de stockage qui s'appelle Amazon S3. Et si vous avez envie de consulter depuis votre IDE les fichiers qui sont stockés dans ce service de stockage, eh bien, depuis votre IDE, vous avez la possibilité d'aller consulter son contenu. Ensuite, en termes d'outils pour les développeurs, on vous propose des SDK programmables pour beaucoup de langages, Java, JavaScript, TypeScript, Python, C#, Go. Et du coup, en utilisant ces SDK, vous allez pouvoir, depuis votre code, interagir ou manipuler les services AWS. Ça peut être carrément créer un service depuis votre application. Ça peut être aller, par exemple, sur le service de stockage Amazon S3, aller déposer des fichiers sur le service de stockage ou récupérer des fichiers. Donc, les SDK vous permettent d'interagir de manière programmatique avec tous les services AWS. On a un deuxième ensemble de SDK programmes qui s'appelle AWS CDK pour Cloud Development Kit. Lui, j'en parle pas trop. Je vais y revenir par la suite parce que ça, c'est mon préféré. Et je voulais vraiment vous en parler parce que je trouve qu'en termes de développeur, quand on commence sur le cloud, c'est vraiment sympa de commencer avec CDK. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. On a des outils en ligne de commande. Alors, pour ceux qui connaissent PowerShell, on a les AWS Tools pour PowerShell. Pour ceux qui font du .NET, on a des extensions à la ligne de commande .NET pour pouvoir manipuler les services AWS directement depuis la ligne de commande .NET. On a l'AWS CLI, donc la ligne de commande AWS, c'est un outil en ligne de commande qui vous permet de créer et manipuler tous les services AWS depuis la ligne de commande. On a un autre outil, là c'est plutôt quand on fait des applications serverless qui s'appelle AWS SAM pour Serverless Application Model. Donc ça, quand vous utilisez cet outil de ligne de commande, c'est que vous allez plutôt utiliser tous les services, je dirais de haut niveau, type AWS Lambda, les bases de données, enfin tous les services qui ne vous demandent pas d'avoir à gérer des serveurs. Ça, c'est AWS SAM. On a aussi des outils, des intégrations avec vos outils d'intégration continue et de déploiement continu. Si vous utilisez Azure DevOps, on a un toolkit pour Azure DevOps. On a aussi, alors je l'ai pas là, mais on a des GitHub Actions si vous utilisez GitHub. On a aussi des intégrations avec Jenkins. Et on a aussi nos propres outils d'intégration continue et de déploiement continu avec Code Pipeline et Code Build. Et puis après, on a d'autres outils pour les développeurs. Alors ça, c'est plutôt pour les développeurs qui ont déjà des applications existantes. On a des outils de migration et de modernisation. On a un outil qui s'appelle App2Container. Imaginons que vous avez une application qui s'exécute sur une machine virtuelle aujourd'hui. D'ailleurs, machine virtuelle, qu'elle soit dans votre salle serveur ou déjà dans le cloud. Et vous voulez containeriser cette application qui s'exécute. Eh bien, avec App2Container, si c'est une application Java ou .NET, il va, par exemple, si c'est une application Java, l'outil va écouter votre serveur d'application, analyser comment votre application s'exécute et comment elle est utilisée, et ensuite créer pour vous le Dockerfile qui va vous permettre de créer une image de conteneur. Et ça va vous permettre aussi de créer les fichiers manifestes, par exemple, si vous voulez déployer votre application dans un cluster Kubernetes. Quel que soit le cluster Kubernetes vers où vous voulez déployer, ça peut être un cluster Kubernetes comme celui de Amazon EKS, par exemple, ou ça peut être un cluster Kubernetes dans votre propre salle serveur. On a d'autres outils, alors là, qui sont plus, mais ça c'est ma marotte parce que je suis un développeur C#, qui sont plus liés à .NET si vous faites du .NET, comme le Porting Assistant for .NET ou l'extracteur de microservices.
Alors aujourd'hui, c'est un extracteur de microservices pour .NET. On a déjà eu le feedback, par le passé, de gens qui demandaient si on faisait la même chose pour Java, par exemple. L'idée, c'est que vous avez une grosse application monolithique, écrite en C# et ça va vous aider à la transformer. Je dis bien vous aider, hein, ça va pas le faire pour vous. Ça va vous donner des conseils et ça va vous aider à commencer à découper votre monolithe en microservices si vous voulez gagner en flexibilité sur le développement et le déploiement de certaines parties de votre application. Et donc je reviens sur un sujet que j'adore beaucoup, donc le Cloud Development Kit. Je vous avais dit que j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc le Cloud Development Kit, l'idée, c'est c'est un framework ou un SDK, j'utilise toujours les 2 termes un peu de manière interchangeable. Donc l'idée, c'est de pouvoir définir l'infrastructure qu'on veut déployer avec du code. Je m'explique. Plutôt que d'aller sur le portail AWS et dans une interface graphique de cliquer sur différents boutons pour créer des services, ou plutôt que écrire un long script bash qui va utiliser la ligne de commande AWS, ou plutôt que d'utiliser des outils Terraform, par exemple, où on va écrire de nombreuses lignes de fichiers YAML, des fois pas toujours compréhensibles, en tout cas quand on est développeur. Eh bien, il y a un outil qui s'appelle AWS CDK qui va vous permettre de coder avec votre langage de programmation préféré l'infrastructure que vous voulez déployer. Donc là, typiquement, on a un petit exemple d'une application CDK qui va déployer les ressources nécessaires pour déployer une application qui génère des raccourcis d'URL. Pour faire ça, là, ce qu'on est en train de dire dans le constructeur de notre classe URL Shortener, eh bien, on va construire un objet VPC. Un objet VPC, c'est le service Virtual Private Cloud sur AWS. Grosso modo, c'est votre réseau. Donc là, ce que je suis en train de dire dans mon code, c'est OK, je crée un réseau virtuel, donc que j'appelle VPC, et qui va se déployer sur maximum 2 zones de disponibilité dans la région où je vais déployer. Je ne veux pas utiliser les 3 zones, je vais en utiliser que 2 par exemple. Ensuite, je vais construire un cluster ECS, donc un cluster de conteneurs, hein, ECS pour Elastic Container Service, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc là, on est typiquement en train de créer ce service-là. On va créer, on va commencer par créer un cluster. Et ce cluster, on va le déployer dans le réseau, le VPC, donc dans le réseau virtuel que j'ai créé précédemment. Et puis ensuite, dans ce cluster, eh bien, en utilisant donc la classe Network Load Balance Fargate Service, je vais déployer une application avec un load balancer. Et ça, c'est en lui disant quelle image de conteneur je veux déployer. Et donc finalement, je peux lire le code. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'apprenne le nom des services et tout ça, mais je peux lire le code et très rapidement comprendre ce qu'il est en train de se passer. Je peux créer des dépendances. Voilà, j'ai mon objet cluster qui dépend de l'objet VPC que j'ai créé précédemment. Donc très rapidement, je peux commencer à lire le code et comprendre ce qui est en train d'être construit et qui va être déployé. Et l'objectif du Cloud Development Kit, c'est de vraiment se baser sur la familiarité qu'on a avec nos langages de programmation préférés. Donc CDK, ça existe pour Python, ça existe pour JavaScript, ça existe pour TypeScript, ça existe pour Java, ça existe pour C#, et c'est en preview pour Go. Et quand on écrit une application CDK pour déployer son infrastructure, eh bien, on utilise juste les concepts des classes et des méthodes dans ces langages de programmation au niveau. Ce qui est super sympa, c'est que un langage de programmation, c'est supporté par les outils, les IDE qu'on utilise comme Visual Studio Code. Donc on va bénéficier de l'autocomplete. Donc c'est-à-dire que quand je vais commencer à taper mes lignes de code, un peu comme ici, là j'ai l'autocomplete, ça va me suggérer les propriétés ou les méthodes que je peux appeler sur les objets que je crée. Donc ça, c'est super agréable pour gagner du temps et découvrir rapidement, quand on fait de l'exploration, les propriétés ou les méthodes auxquelles on a accès. Et puis, ça utilise l'abstraction que permet les langages de programmation haut niveau. C'est-à-dire qu'ici, quand je crée un VPC, il est créé avec des valeurs saines par défaut. C'est-à-dire que il y a des gens qui se sont posés beaucoup de questions en se disant OK, c'est quoi un réseau virtuel dans le cloud
quand on le crée, qui est sécurisé et qui est créé de la bonne manière, c'est quoi les bonnes pratiques. Et donc quand je crée l'objet avec les valeurs par défaut, je sais que je respecte les bonnes pratiques. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer du tout les paramètres. L'objet, il est complètement configurable. Par exemple, ici, j'ai changé la propriété qui définit le nombre de max de zones de disponibilité que je veux utiliser. Mais ça veut dire que si je laisse toutes les valeurs par défaut, c'est des valeurs sécures. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc CDK, ce qui est super intéressant, donc il y a 3 composants principaux qui font ce Cloud Development Kit. Donc c'est le Core Framework, donc qui définit ce qu'est la notion d'une app CDK, une stack et les ressources AWS. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'AWS Construct Library. En fait, on a déjà créé des objets pour vous. C'est un peu, c'est des librairies avec des objets préconstruits qui vont vous permettre d'interagir avec construire les différents services AWS. Et puis, ça vient avec une CLI pour déployer ça. Et donc là, bien, je vais prendre le temps de vous faire une petite démo de CDK parce que j'aime vraiment beaucoup CDK. Alors, je prends le temps de vous faire une petite démo. Hop, on va ouvrir un répertoire. Hop. Ok. Je pense que vous voyez tous mon Visual Studio. Alors, j'espère que c'est suffisamment grand. Alors, je vais ouvrir la ligne de commande. Donc, je vous disais, donc il y a une ligne de commande CDK. Voilà, qui se présente comme ceci. Et la première chose que je vais faire si je veux développer une app CDK, c'est que je vais appeler la commande CDK init pour initialiser mon projet CDK. J'exécute cette commande-là. Donc vous voyez ici, dans le résultat, quand je fais un CDK init, j'ai 3 types d'applications que je peux créer. Soit une application, vraiment, et puis là je vais démarrer, soit une librairie, voilà, parce que je peux générer des composants réutilisables, hein, des classes de haut niveau, soit une application samples. Alors là, pour le besoin de la démo, je vais aller sur l'application sample, faire CDK init sample app. Et alors, comme je vous le disais, moi je suis un développeur C#, donc le langage que je vais choisir, c'est C#. Donc je vais initialiser mon projet. Voilà. Et un projet CDK, ça se présente comment? Eh bien, on a, alors en C#, mais ça se retrouve globalement de la même manière dans les autres langages de programmation. Alors, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux. Donc, au niveau de la méthode main de mon programme, je crée un objet app. Donc ça, c'est un objet du framework, du core framework. Et ensuite, je crée un objet qui s'appelle AWS User Group Stack, donc une stack. Une stack, vous entendrez, si vous utilisez AWS, vous entendrez souvent ce terme de stack. C'est une unité de déploiement de ressources AWS. Quand on dit je vais déployer une stack, c'est-à-dire que je vais déployer un ensemble de ressources qui vont être déployées ensemble, de manière transactionnelle, et soit j'arrive à les déployer ou la mettre à jour, parce qu'on peut aussi faire la mise à jour d'une stack, soit ça va échouer, et donc si c'est le premier déploiement, tout simplement ça va me dire je ne peux pas déployer ta stack parce qu'il y a certains services que j'arrive pas à déployer. Et si c'est une mise à jour, eh bien, si on essaie de faire une mise à jour d'une stack et qu'il y a une des mises à jour qui échoue, eh bien, ça va faire automatiquement un rollback et revenir à l'état précédent. Alors, je parle bien là des ressources infrastructures. Si sur les ressources, il y a du logiciel, la partie rollback du logiciel, c'est à vous de la gérer, s'il y a votre logiciel de déployer.
Et donc, allons regarder ce que c'est que cette AWS User Group Stack. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette stack? Comment ça se présente? Donc déjà, j'hérite de la classe stack. Ça, c'est cette classe stack. C'est un objet du Core Framework. Et dans le constructeur de ma classe AWS User Group Stack, eh bien, là, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Je crée des objets. Donc ici, je crée une queue, donc une queue de messages. Et donc ça va automatiquement, juste en invoquant la création d'un objet queue, ça va créer un objet du service AWS qui s'appelle Amazon Simple Queue Service, donc Amazon SQS, donc il y a un service de queue de messages. Et ensuite, je vais créer un topic. Donc un topic, c'est un objet qui représente un autre service qui s'appelle SNS pour Simple Notification Service. Ce service, il sert à quoi? Il sert à vous envoyer un message à SNS, et SNS, à travers donc un topic, justement, va pouvoir dispatcher ce message à différents services qui auront souscrit au sujet, donc au topic. Et donc là, dans mon code, sur mon objet de topic que je viens de créer, j'appelle la méthode add subscription, donc j'ajoute un abonnement. Et l'abonnement que j'ajoute, c'est un abonnement de type SQS, ici, et je lui passe en paramètre ma queue que je viens juste de créer au-dessus. Et donc là, en fait, je peux lire ce code et comprendre ce qui va se passer. C'est OK, je crée une queue, ensuite je crée un topic, et ensuite j'abonne ma queue à ce topic. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que quand mon topic il va recevoir un message, eh bien, ce message va être envoyé à ma queue et stocké dans ma queue de message. Donc ça, c'est bien. Je pourrais modifier ce code. Là, je vais juste vous montrer comment le déployer. Donc ici, maintenant, je vais faire simplement CDK deploy. Ce que va faire la ligne de commande, c'est qu'elle va compiler mon code C#. Donc, sous le manteau, elle va utiliser la CLI.NET quand c'est du C#, Maven quand c'est du Java, elle va utiliser Node quand c'est du JavaScript ou du TypeScript. Donc là, elle est en train de builder mon application, et elle va se préparer à la déployer. Alors, je vois qu'il y a une question, est-ce que CDK, c'est en quelque sorte un équivalent à CloudFormation? Alors, c'est plus qu'un équivalent à CloudFormation, c'est une abstraction à CloudFormation. C'est-à-dire que CDK, c'est vraiment fait pour les développeurs. Donc, quand je fais un CDK deploy, ce que fait le framework, c'est qu'il va générer les templates CloudFormation correspondant à ce que j'ai écrit, et va utiliser le service AWS CloudFormation pour déployer les ressources. Donc CDK, c'est une couche d'abstraction à CloudFormation conçue pour les développeurs, pour être, je dirais, plus parlant que des fichiers CloudFormation, où des fois on a, j'ai vu des exemples, en 6 lignes de code, on remplace un fichier CloudFormation de plus de 800 lignes, en 6 lignes de code, parce qu'on a construit des objets qui abstraient pas mal de choses. En fait, qui sont des compositions d'objets qui déploient déjà eux-mêmes plusieurs services. Et donc, du coup, à la fin, ça fait quelque chose de très compact. L'intérêt de ce type de construction, c'est qu'en fait, on peut créer un objet qu'on va appeler, par exemple, mon cluster de serveurs load balancé. Et à chaque fois, eh bien, je réutilise le même objet. Je ne me pose pas la question à chaque fois comment je construis, comment je déploie les ressources pour une ferme un cluster de serveurs load balancé. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Pour CDK Deploy, vous avez dit que si c'est Java, ça va utiliser Maven. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Java, j'avoue que ce n'est pas trop ma partie. Pour moi, CDK utilise principalement Maven, et je ne sais pas. Alors, ça, je pourrais repasser l'info à Daniel pour qu'il la repartage avec les membres du Meetup. Je ne sais pas si on peut remplacer par Gradle. Donc voilà, pendant que je parlais et pendant que je répondais aux questions, eh bien, on a vu un certain nombre de choses s'afficher. Vous voyez, avec des états du déploiement, avec, voilà, ici, il demande le démarrage de la création de la stack.
La création de la stack provoque la création d'une queue, d'un topic, et puis au bout d'un moment, CloudFormation a répondu que c'était bien créé, et tout est OK. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller, alors, que je retrouve, voilà. Donc maintenant, là, je suis dans le portail AWS. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont jamais vu. Donc ça, c'est la page d'accueil du portail AWS. Ici, vous avez les services que j'ai récemment utilisés. Ici, vous avez mes services favoris. Et donc, je vais aller dans le service SNS, donc Simple Notification Service. Alors, non. Avant d'aller directement dans le service, je vais vous montrer le service CloudFormation. Ça va répondre à la question de Stéphane. Donc ici, vous voyez, dans le service CloudFormation, j'ai bien une stack qui s'appelle AWS User Group Stack, comme le nom de ma classe dans mon application CDK. Donc il y a vraiment une relation, c'est-à-dire que CDK s'appuie bien sur CloudFormation pour déployer. Et donc les fameux événements, là, Create in Progress, Create Complete, que je voyais dans ma console, je les retrouve, enfin dans ma ligne de commande, et je les retrouve ici dans ma console. Tout ça, ça a été logué et tracé. Ici, pour cette stack AWS User Group Stack, je retrouve la liste des ressources AWS, donc des services qui ont été déployés. Donc ici, ma queue SQS. Il y a aussi des policies. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est des configurations de SQS. Donc ça, c'est la partie CloudFormation. Donc là, mes ressources sont déployées. Maintenant, je peux aller dans le service Simple Notification Service et aller dans la partie, donc ça c'est l'accueil du service, je peux aller dans la partie topic et je retrouve mon topic. Donc je peux cliquer dessus et donc je retrouve la liste des souscriptions. Donc là, je vois bien qu'il y a un abonnement sur mon service et cet abonnement, là je le vois dans le endpoint. Ici, je vois que c'est du SQS et le protocole, c'est SQS. Donc ce qui va être très sympa, si je vais ouvrir un autre onglet, je vais aller dans mon service Amazon SQS pour Simple Queue Service. Là aussi, je trouve ma queue que je viens juste de déployer. Je vais voir ma queue. J'ai un certain nombre d'informations. Donc ma queue elle-même pourrait déclencher l'exécution de fonctions lambda. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de lambda. Eh bien, l'arrivée de messages dans ma queue de messages pourrait déclencher l'exécution de fonctions lambda dont le seul job, ce serait de consommer ces messages et de faire un traitement quelconque. Donc là, j'ai pas de fonction lambda. Et ici, je vais aller dans la partie envoi et réception de messages de ma queue. Et donc là, je vais le mettre en mode polling. Donc, il est en train de vérifier s'il y a des messages qui arrivent dans ma queue. Maintenant, je vais retourner dans la vue SNS et ici, je vais cliquer sur le bouton Publish Message pour tester que tout ça fonctionne bien. Et je vais envoyer le message suivant. Ah. Et donc, ici, je vais faire un Publish Message. Il m'informe que la publication du message sur le topic a bien été faite. Et maintenant, alors comme j'ai changé d'onglet, il a arrêté le poll. Donc si je relance le polling, mon message, là maintenant il apparaît. Et hop, voilà, je retrouve mon message avec certaines informations qui sont liées au service. Mais ici, j'ai bien mon message. Bonsoir Lomé, je suis ravi d'être avec vous. Donc là, vous avez vu, hein, ça m'a pris 10 minutes. En 10 minutes, j'ai créé un service de queue de messages, j'ai créé un service de notification qui est capable de notifier ma queue de message qu'un message a été envoyé. Donc elle peut le stocker et derrière, je peux avoir un service qui va venir consommer a posteriori les messages pour les traiter. Donc ça a été quand même assez simple.
Donc moi j'encourage toujours, j'ai perdu ma fenêtre Visual Studio Code. Où est-elle passée? Je bug, désolé, j'ai perdu mon Visual Studio Code. Hop, voilà, je l'ai retrouvé. Donc vraiment en quelques lignes de code, je peux, commencer à créer de ressources AWS. Si vous avez jamais, joué avec CloudFormation, si vous savez pas trop par où commencer, heu, je vous recommande vraiment de regarder, CDK. Alors souvent, moi, la démarche que j'ai quand j'explore un nouveau service, je vous le cache pas, c'est je joue d'abord dans la console AWS parce que c'est visuel, parce que ça m'aide à découvrir comment fonctionnent les services. Donc je clique sur les boutons, je crée. En plus, c'est génial, vous pouvez détruire les services, tout de suite. Et puis, souvent, il y a pas la plupart des services ont ce qu'on appelle un free tier, donc il y a une quantité d'utilisation du service qui est gratuite. Donc on peut jouer un petit peu, il faut faire attention quand même, mais on peut jouer un petit peu, sans trop de risques. Et puis, derrière, une fois que je sais comment utiliser le service, hop, j'écris du code CDK pour déployer le service de manière, systématique et automatisée. Je vais revenir sur, ma présentation, qui se termine. Alors l'intérêt, donc je vous parlais du fait qu'on peut, utiliser les notions d'abstraction et construire des objets de haut niveau. C'est-à-dire qu'au début, j'utilise les objets de base fournis et puis je vais créer un objet plus complexe qui va dire, bah, moi je crée, un cluster de machines virtuelles, load balancé et donc cet objet-là, il va créer en fait derrière un réseau, donc un VPC, des instances Amazon EC2, et cet objet, il va peut-être créer un load balancer et tout ça, et vous allez pouvoir après réutiliser cet objet-là, de manière assez systématique. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a un portail, communautaire qui est à cette adresse construct.dev où la communauté construit ce type d'objet de haut niveau. Donc vous pouvez trouver des objets, assez complexes. J'ai même vu par exemple des objets qui déploient des fermes de serveurs SharePoint. Pour ceux qui connaissent, SharePoint, l'outil de collaboration le petit jet de Microsoft. Enfin, vous avez des outils, enfin pardon, excusez-moi, donc des constructs, parce qu'on appelle ça des constructs, ces objets de haut niveau, qui vous permettent de déployer des ressources, et des infrastructures assez complexes. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, comme, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces constructs-là, ils sont testés, ils sont, éprouvés et ça permet de partir sur, des bases saines et solides pour déployer votre infrastructure. Le Developer Center, donc quel que soit le langage de programmation, que vous utilisez, vous aurez, du contenu pour vous, hein, sur la home page. Donc c'est facile à retenir, dev.aws et vous arrivez sur le Developer Center, il n'y a pas plus simple. Vous pouvez aussi aller sur notre, organisation GitHub pour découvrir nos outils open source. On a beaucoup d'outils, open source, qu'on met à disposition de la communauté. Heu, Par exemple, un outil, moi, que je trouve, on a un orchestrat le on a un projet open source qui s'appelle Firecracker. C'est l'orchestrateur de micro VM qui fait tourner AWS Lambda, parce que chaque fonction lambda s'exécute, pour rentrer un petit peu dans le détail, dans une micro machine virtuelle. Et l'orchestrateur qui gère AWS Lambda, il s'appelle Firecracker. Il a été développé en Rust et c'est un projet open source que vous trouverez, sur notre organisation et qui est réutilisé par d'autres entreprises. Vous pouvez aussi vous former sur AWS. Donc, un bon point de départ pour, se former sur AWS, c'est d'aller sur l'URL explore.skillbuilder.aws. Et si vous voulez vous former en vous amusant, il y a un jeu, un peu à la Minecraft, qui s'appelle AWS Cloud Quest et qui vous permet, tout en vous baladant, en créant votre avatar et en vous baladant, dans, un monde virtuel, donc vous allez avoir des quêtes à réaliser et bien, va vous permettre, tout en vous amusant, d'apprendre à utiliser AWS. Donc ça, c'est, plutôt super sympa aussi. C'est une manière un peu plus, rigolote de vous former. Le plus important, c'est que AWS, et ça c'est quelque chose à pas oublier, on aime enfin,
on est historiquement une plateforme faite pour les développeurs. On a vraiment l'intérêt des développeurs chevillés au corps. Voilà, vous faites partie d'une communauté. Enfin, en tout cas, ce soir, vous assistez à un meet-up d'un user group AWS. Daniel est un AWS Community Builders, donc il fait partie d'un programme où on essaye d'accompagner des membres de la communauté très, très dynamiques et qui veulent partager et apprendre à se servir d'AWS et partager leur apprentissage. Donc on est vraiment là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à rejoindre les communautés AWS, n'hésitez pas à contacter les développeurs advocates AWS comme moi sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Mastodon, Twitter. On est vraiment là pour répondre à vos questions et vous aider. On est là pour vous. Donc, merci de votre attention. Donc, les manières de me joindre, soit sur Mastodon, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, n'hésitez pas. Ou à travers Daniel. Daniel a mon adresse email. Donc, si vous avez une question, vous pouvez aussi la poser à Daniel et puis Daniel peut me la retransmettre derrière. J'espère que ça vous a été utile pour une découverte. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Super, merci beaucoup François. Super présentation, vraiment beaucoup d'informations. Tu as vraiment ouvert la boîte. On a appris beaucoup de choses. C'est super, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers le chat. Est-ce que vous aurez des questions pour François? Déjà, est-ce qu'on peut mettre un pouce pour François qui nous a fait une très belle présentation, un très beau panorama de plusieurs services AWS. Est-ce qu'on peut mettre un pouce pour François? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. En attendant que les questions arrivent, moi j'en ai deux. Je vais profiter Vas-y. pour les poser en attendant. Les questions qui sont dans le chat, qui étaient dans le chat, tu as déjà répondu. Donc, je vais poser d'autres questions. La première question, c'est par rapport au CDK. Je voudrais savoir euh, comment, parce que j'ai remarqué qu'en fait, en production, là, je vais parler en Ouais. production, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations utilisent soit CloudFormation ou bien soit Terraform pour faire de l'infrastructure as code. Ouais. Peut-être que je ne sais pas ou bien que je n'ai pas eu la chance d'en croiser, mais je n'ai pas beaucoup de références de CDK en production. Donc, je voulais savoir en fait comment ça se passe CDK en production, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font du CDK en production et si on veut faire du CDK en production, euh, quels sont les garde-fous? Quoi doit-on penser pour pouvoir faire cela? Ça, c'est ma première question. Je te laisse répondre. Ça marche. Merci pour ta question, c'est vraiment super intéressant parce que c'est un vrai sujet, effectivement. Alors, je crois que c'est pas qu'il n'y a pas de CDK en production, c'est que ça dépend de la typologie des entreprises. Ce qu'on voit parmi nos clients, c'est que il y a des entreprises qui utilisent CDK en production. Souvent, les équipes, je dirais, qui utilisent CDK en production, c'est des équipes au profil très moderne. Donc, c'est des équipes très développeurs avec quelques personnes DevOps et qui vont gérer tout l'entreprise a une organisation où en fait, elle donne la responsabilité à l'équipe de gérer son service de bout en bout. Et donc ces équipes-là, effectivement, vont utiliser CDK et jusqu'à déployer en production. Ensuite, on a beaucoup d'entreprises dont l'organisation est plutôt un peu répartie en deux grands pôles. Il y a les équipes de développement d'un côté et les équipes de production de l'autre. Et effectivement, comme tu le fais remarquer, les équipes de production ont plutôt tendance à utiliser des outils type CloudFormation, comme Stéphane l'avait mentionné, donc qui est l'outil historique de déploiement sur AWS, ou même l'outil de notre partenaire HashiCorp, Terraform. Terraform, c'est un outil qui est très populaire, excusez-moi, pour déployer des ressources d'infrastructure, que ce soit sur AWS ou sur d'autres clouds ou même sur du VMware, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'entreprises en production qui utilisent Terraform. Ça n'empêche pas les équipes de dev d'utiliser CDK. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les premiers environnements de développement, environnement de test,
Ces environnements-là, ils sont gérés par les équipes de dev. Et finalement, les équipes de dev sont très contentes d'utiliser CDK pour modéliser les ressources d'infrastructure qu'elles veulent déployer. Et donc, elles utilisent CDK sur les premiers environnements qu'il y a dans le pipeline avant que l'application elle atteigne la production. Et comme je le disais, par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où ça permet finalement de faire collaborer les deux mondes, CDK, ce qu'il génère quand tu fais un... Là, j'ai fait CDK deploy, donc on ne l'a pas vu. Mais il y a une autre commande qui s'appelle CDK synth, pour synthèse. Et en fait, CDK, au lieu de directement générer le CloudFormation et d'appeler le service CloudFormation, va se contenter de générer les fichiers CloudFormation qui vont pouvoir être versionnés, mis dans un contrôle de code source et autres, et ensuite transmettre. Et tu peux ensuite prendre ces fichiers-là et les transmettre à tes équipes de production. Et tes équipes de production vont auditer tes fichiers CloudFormation, vont vérifier qu'elles respectent bien. Il y a des outils de linting, des outils de contrôle, des règles de sécurité ou autres qui existent, que ces équipes se sont appropriées depuis un certain nombre d'années. Et donc, du coup, les équipes de production, finalement, vont prendre les fichiers CloudFormation produites par les équipes de dev en entrée, vont appliquer toutes leurs règles de validation, et si c'est OK, vont ensuite déployer ces fichiers CloudFormation comme elles savent le faire. Et aujourd'hui, pourquoi je parlais de Terraform, c'est que là, j'ai parlé de CDK, mais il y a aussi... CDK, c'est tellement disruptif qu'HashiCorp, en fait, et c'est open source CDK. Donc, en fait, ils ont commencé à contribuer au projet CDK et ils ont construit CDK for Terraform. Et donc, CDK for Terraform, c'est CDK, sauf que donc la ligne de commande, c'est CDK TF pour Terraform, et ça génère, au lieu de générer des fichiers CloudFormation, ça génère des fichiers Terraform que tu vas pouvoir passer à tes équipes de production qui ont l'habitude d'utiliser les outils HashiCorp pour déployer des ressources d'infrastructure. Super. Donc voilà comment ça se passe. Parce qu'effectivement, on reconnaît que c'est pas tout l'un ou tout l'autre. En fait, il y a différentes compétences. Donc, CDK, ça peut vraiment être un pont entre les équipes dev et les équipes production. Super. Merci pour ta réponse. On voit également qu'il y a une progression, hein, que c'est pas figé et que il y a tout un engouement, tout un développement autour du CDK. Bon, en tant que développeur, moi aussi, hein, j'adore le CDK. Je le trouve super pratique et de pouvoir juste coder tout simplement en C# et avoir en quelques minutes mes ressources déployées dans le cloud AWS, c'est vraiment super. Et je me suis toujours posé la question, en fait, pourquoi pas assez de CDK en production? Et tu viens d'y répondre. Et les équipes sont pluridisciplinaires, les équipes sont variées et surtout les équipes Ops ne sont pas souvent des développeurs. Donc, c'est plus facile pour eux de faire du cloud formation bien que de faire du Terraform que de faire du CDK. Donc, en tout cas, merci pour ta réponse. J'ai une deuxième question qui est plutôt étude de cas. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut procéder parce que supposons que j'ai un gros monolithe, en fait, un gros monolithe, une application C# ASP.NET Core, voilà, une application web MVC. Mais ça peut être autre chose, ça peut être du Laravel, ça peut être du n'importe quoi. Donc là, j'ai ce monolithe-là, mais supposons que le trafic et mon public n'est pas très développé et il n'y a pas une utilisation intensive en fait de mon application et je veux le faire tourner, ce gros monolithe-là, seulement lorsqu'il y a du trafic ou bien lorsqu'il y a des requêtes. Voilà, je veux faire tourner mon monolithe comme du serverless, en fait. On sait que tu en as parlé, le serverless, c'est vraiment des, des, comme des microservices un peu plus petites, mais en termes de monolithe, comment ça se passe? Est-ce que je peux utiliser mon monolithe comme du serverless? Et dans ce cas, sur quelle solution, tu nous as présenté beaucoup de solutions, sur Ouais. quelles ressources je peux partir pour Alors, accomplir cela? tu peux très bien dire, mon application monolithe, je la containerise. Si c'est une OK. application web, par exemple,
je la containerise, donc je définis un fichier Docker qui décrit comment la déployer enfin, comment l'installer dans mon conteneur. Donc mon conteneur, finalement, c'est mon application. Mhm. Et derrière, alors, je vais quand même mettre un prérequis, c'est il faut que ton application, pour ce que je veux dire, il faut déjà que ton application, elle sache quand même fonctionner derrière un load balancer. C'est-à-dire que, OK. imaginons que ton application ne sait pas fonctionner derrière un load balancer, Mhm. parce que imagine que tu as 2 instances de ton application, que tout d'un coup, ton utilisateur, il est rerouté sur la 2e instance. Mhm. Si ton application ne sait pas fonctionner derrière un load balancer, l'utilisateur, il risque de perdre sa session, il risque de perdre un certain nombre de choses. Donc ça, ce serait une expérience désagréable. Mhm. On voit encore aujourd'hui, en 2022, des applications qui ne sont pas prêtes à fonctionner derrière un load balancer parce que la session était gérée côté serveur en mémoire vive et pas stockée en base de données, ou alors Mhm. stockée côté client dans un cookie. Enfin, on en voit encore des applications comme ça en 2022. C'est pour ça que je mets Ouais. toujours ce warning. Attention, il faut quand même que l'application soit capable d'être derrière un load balancer. Mhm. Si ton application monolithe est capable de fonctionner derrière load balancer, tu peux très bien la containeriser OK. et la faire tourner sur AWS App Runner, par exemple. OK. Parce que là, c'est simple, tu as le scaling, tu as l'auto-scaling qui va, OK, bah, j'ai très peu de trafic, et bah, je vais descendre quasiment jusqu'à 0. Mhm. Et puis j'ai beaucoup de trafic, je vais augmenter le nombre d'instances de mon conteneur, par exemple. On peut même aller plus loin, parce qu'en fait, peu de gens le savent, mais on peut déployer des applications web complètes. Par exemple, on peut déployer une application web ASP.NET Core, Mhm. une vraie application web ASP.NET Core dans une fonction lambda, derrière API Gateway. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. je vais recevoir des événements HTTP Oui. sur un chemin, et tous les sous-chemins de mon pass, Ouais. en fait, vont être routés vers une même fonction lambda. Et derrière, je trouve ça très élégant, et on a ça aussi en Java. Euh, on a créé en fait un package qui permet de s'intégrer au middleware ASP.NET Core, qui D'accord. va intercepter l'événement lambda. Donc, quand le moteur lambda va démarrer ton application web, il Mhm. va lui passer l'événement sous forme d'un objet JSON en disant bah, la requête HTTP, voilà à quoi elle ressemblait, Mhm. décrite sous un fichier JSON. Et le petit middleware que nous on rajoute, il prend ce fichier JSON, Mhm. il le retransforme en requête HTTP, et il fait re-rentrer ça dans le middleware ASP.NET Core. Donc, du OK. point de vue de ton application web, c'est comme si elle avait vraiment reçu une requête HTTP. Mhm. Ouais, super. Et donc là, tu as vraiment un site web dans une application lambda. Alors là où c'est intéressant, c'est sympa, je mets quand même un petit warning. Il faut regarder en termes de performance. Parce qu'en fait, plus ton application va être grosse, donc plus tu vas avoir un nombre de librairies important, donc un nombre de... voilà, la taille de ton application est grosse, Mhm. plus le temps d'initialisation de ta lambda, Mhm. elle va être important. Ouais, le cold start. Le cold start. Alors, le cold start, quand ton application lambda, elle est utilisée régulièrement, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, tu l'as eu une fois au départ, et puis finalement, ton application, elle est réutilisée. Mais par rapport Exactement. au use case que tu me décris, ou si tu as très peu de trafic et que finalement, bah, ta lambda, elle a tendance à souvent être décommissionnée parce que, enfin, ta fonction qui a été pré-initialisée, elle est souvent décommissionnée parce que finalement, tu as très très peu de trafic. Mhm. Bah, ça veut dire que tes utilisateurs, à chaque fois, ils vont se reprendre un cold start, et ça peut dégrader l'expérience utilisateur. D'accord. Super. Merci. Merci beaucoup. Euh, Dernière question, et j'attends toujours vos questions dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Dernière question pour ma part, en tout cas, c'est par rapport aux bases de données. C'est vrai que bon, on en a pas parlé ce soir, mais Ouais. qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement en 2 minutes sur les possibilités qu'il y a en termes de bases de données dans le cloud AWS? Alors, en 2 minutes, parce que je vais vous donner déjà la philosophie de la stratégie d'AWS sur les bases de données. Notre stratégie, c'est de construire des bases de données avec un objectif
déterminée. Je m'explique. On n'est pas en train d'essayer de créer une base de données qui va répondre à tous les cas d'usage. C'est pourquoi vous allez trouver un nombre de bases de données fournies par AWS assez important, plus d'une dizaine. Par exemple, on va avoir Amazon DynamoDB, qui est une base de données NoSQL, celle qui est d'ailleurs utilisée par le site de commerce Amazon.com, parce qu'elle a des temps de réponse qui sont extrêmement fermes, de l'ordre de la milliseconde sur des requêtes en écriture et en lecture. On a par exemple Amazon Neptune, si vous voulez faire de la base de données graph. On a Amazon Ledger, si vous voulez, ça c'est une base de données de type blockchain. On a Amazon RDS, donc pour Relational Database Services. Donc Amazon RDS, c'est un service managé de gestion de base de données. Et ce qui est intéressant dans Amazon RDS, c'est que là, vous allez pouvoir choisir votre moteur de base de données relationnel. Est-ce que vous voulez faire de l'Oracle? Est-ce que vous voulez faire du SQL Server? Est-ce que vous voulez faire du Postgre? Est-ce que vous voulez faire du MySQL? Donc, quand vous créez une base de données RDS, vous allez choisir le moteur de base de données que vous l'utilisez. Ça, c'est par exemple le cas d'usage très intéressant. Vous avez un existant on-premise et par exemple, vous utilisez déjà SQL Server, vous voulez migrer sur AWS, vous n'avez pas envie de réécrire toute votre couche d'accès aux données, et ben vous continuez à utiliser SQL Server ou Oracle ou PostgreSQL sur AWS. Super. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du serverless au niveau des bases de données? Il y a du serverless avec, alors déjà Amazon DynamoDB par exemple, c'est une base de données C'est du serverless, NoSQL serverless, ok. serverless, et ensuite on a une base de données qui s'appelle Amazon Aurora, Mhm. qui a une version serverless, Amazon Aurora serverless, où là vous allez payer à l'usage et vous n'avez pas besoin de gérer les serveurs sous-jacents en aucune manière, quoi. Super. Il y a une question qui vient d'arriver dans le chat par rapport au coût. Au coût des services AWS, comment ça se passe au niveau coût? Ben, la question va dans le sens du rapport un peu avec les autres cloud providers. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Alors, sur les autres cloud providers, je ne pourrais pas me prononcer. Par contre, c'est tout l'avantage du cloud, c'est que c'est vraiment un paiement à l'usage. Donc, pour chacun des services, on décrit très clairement les critères selon les critères de facturation. Par exemple, AWS Lambda, c'est au temps d'exécution à la milliseconde. C'est-à-dire que Mhm. voilà, votre fonction, elle s'est exécutée pendant 200 millisecondes, vous allez payer 200 millisecondes. Cool. Pour Amazon RDS, ça va être, par exemple, si c'est du SQL Server, on va plutôt être sur de la facturation. C'est du managé, mais il y a quand même une notion d'instance derrière. Donc, vous allez payer au nombre d'instances que vous allez démarrer, Mhm. plus le stockage que vous allez consommer. Mhm. Sur Amazon S3, le service de stockage, justement, là encore, vous allez payer en fonction du stockage que vous allez utiliser. Et, donc, ça se passe comme ça. Et, D'accord. et aussi, souvent, par exemple, sur les services, vous avez, pour Amazon S3, vous avez un certain nombre de millions de requêtes, enfin, c'est très, très, très élevé. Et au-delà d'un certain nombre de millions de requêtes, vous allez pouvoir avoir potentiellement un coût supplémentaire. Donc, tout ça, ça dépend des services, mais c'est détaillé sur le site AWS pour chaque service, très précisément. Pour certains services, vous avez même des calculatrices où vous allez pouvoir simuler l'usage que vous faites du service. Voilà, si j'utilise le service comme ça, combien ça va me coûter par mois, par exemple. Et Super. parce que je sais que, alors ça, on va pas se voiler la face, hein, c'est un débat qui revient souvent sur l'imprévisibilité des coûts du cloud, et ça, c'est vrai pour AWS ou pour Azure ou pour GCP ou n'importe quel autre cloud provider. Si vous avez une crainte sur l'imprévisibilité des coûts du cloud, je vous invite à regarder le service Amazon Lightsail, qui est un service AWS, qui justement, lui, prend le parti pris inverse. C'est-à-dire qu'Amazon Lightsail va vous dire, OK, tu veux déployer une instance de serveur,
eh bien, voilà le préfixe. Et pour ce préfixe, tu vas avoir tant de bandes passantes réseau, tant de stockage et ta machine allumée pendant le mois. Et tu paieras tant par mois. Donc, on a un service qui répond à ce besoin. C'est si jamais vous avez un fort besoin donc de garantir un prix fixe et de ne pas avoir de surprise sur la facturation, je vous invite à regarder Amazon Lightsail. En plus, les équipes Amazon Lightsail font un super travail sur la simplification de l'expérience utilisateur. Donc, pour démarrer aussi dans le cloud Amazon Lightsail, c'est vraiment... vous arrivez sur le portail Amazon Lightsail, vous dites « je veux une machine virtuelle ». Il vous crée c'est Linux, c'est Windows. En plus, si vous choisissez Linux, il a tout un tas de templates. Voilà, Ouais. je veux une machine avec Drupal dessus ou avec WordPress dessus. Et voilà, votre machine est déjà déployée avec le template qui va bien. Et vous avez un prix fixe par mois. Cool. Merci beaucoup François pour ces réponses. Il n'y a plus de questions dans le chat, donc je pense on va se diriger tranquillement vers la clôture de ce premier meet-up. Avant de clôturer, avant de te laisser le mot de la fin, François, je voulais juste rappeler et remercier d'abord tous ceux qui se sont connectés pour ce premier meet-up. Ça nous fait beaucoup plaisir. C'est un début, mais il y a quand même un certain nombre de personnes. Merci beaucoup pour votre participation, pour votre présence. J'espère que vous avez beaucoup appris. Mais ce n'est pas fini. Juste vous annoncer que ce meet-up, dans les prochains jours, vous allez le retrouver sur YouTube, sur la page du user group AWS de Lomé. Donc, vous allez retrouver ce meet-up là-dessus. Si vous voulez revoir certaines parties et rentrer dans d'autres détails. Également, vous aurez un formulaire de satisfaction également dans les prochains jours que je vais vous inviter à remplir. Il y a des petits cadeaux qui sont liés à ça. Je n'en dis pas plus. Donc, remplissez le formulaire de satisfaction juste pour également prendre votre ressenti, savoir comment ça s'est passé, si vous avez appris des choses. Et également, les prochains meet-up, comme je disais au début, vont arriver et ce sera beaucoup plus diversifié. Il y aura beaucoup de sujets qu'on va aborder. Il y a plein de sujets qui n'ont pas été abordés ce soir. On ne peut pas tout faire en une soirée, évidemment, parce que voilà, c'est plus de près de 200 services ou peut-être même plus chez AWS. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, nous allons rentrer dans les détails petit à petit et il y aura beaucoup de surprises également. Il y aura des crédits pour des comptes AWS à gagner. Il y aura également des réductions sur des certifications AWS, par exemple, également à gagner par la suite. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur les différentes pages. Il y aura une page Twitter qui sera créée spécialement pour le user group dans quelques jours. Mais en attendant, je vous mets dans le chat mes contacts Twitter et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me rajouter. Je parle beaucoup d'AWS. Je parle beaucoup de C#, de .NET également, mais pas que. Donc, il y a beaucoup d'infos que je partage sur mes différentes pages. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, sans plus tarder, je vais laisser à François, que je remercie encore une fois. Je vais lui laisser le mot de la fin pour clôturer ce moment. Merci à tous, merci Daniel. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être là avec vous ce soir. Je sais que moi et mes collègues, quand il y a un nouveau user group qui se crée, on est toujours ravis de venir soutenir la création d'un nouveau user group. C'est vraiment des endroits de partage et ça, nous, on trouve ça super important. On en a déjà discuté, Daniel. J'ai quelques noms à te souffler pour les prochaines sessions si tu as besoin. Et Exactement. ce sera un plaisir aussi de revenir vous voir plus tard avec plaisir. Donc, j'étais ravi d'être là ce soir. J'espère vous avoir été utile.
Et encore une fois, n'hésitez pas, pareil, à me contacter sur les réseaux sociaux si vous souhaitez me poser des questions. Merci, merci pour ces belles paroles de conclusion. Merci à chacun, merci à chacune. Et comme François l'a dit, le meet-up tire à sa fin, mais pas vraiment. Si vous avez des questions, on peut continuer le débat. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions, que ce soit par message sur Twitter à François ou à moi-même ou sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas et on répondra à vos questions avec plaisir. Merci encore François, merci tout le De monde rien. et bonne soirée à tout le monde et on se dit au prochain meet-up. Bye bye. Bonne soirée à tous.